créant des ombres peu flatteuses sous leurs yeux. Autour de la machine à café, totem et confessionnal de la vie d'entreprise, le rituel matinal se déroulait avec la précision d'une tragédie grecque jouée par des acteurs de seconde zone. Jean-Claude Convenant, commercial dans l'Amébouffe par vocation, était le premier sur scène. Vêtu d'un polo siglé d'une marque de sport bien visible et d'un jean qui semblait avoir été acheté à une époque où son tour de taille était plus optimiste, il contemplait la machine avec une fureur contenue. « Putain, 1,50 €, lança-t-il à la cantonade, sa voix résonnant comme un coup de klaxon dans le silence feutré du bureau. « Ça fait 10 francs, les mecs. 10 francs pour un jus de chaussettes. On se fait vraiment enculer avec leur monnaie de merde. » C'était sa complainte habituelle depuis le 1er janvier 2002, un refrain lancinant qui ponctuait ses journées. Le passage à l'euro n'était pas pour lui une transition monétaire, mais une conspiration à grande échelle visant à vider son portefeuille. Hervé Dumont, directeur des achats, délégué syndical et intellectuel autoproclamé, s'approcha en ajustant sa chemisette à manches courtes d'un vêtement qui criait fonctionnaire en vacances même au cœur de l'hiver. Il soupira avec l'exaspération d'un philosophe interrompu dans une profonde méditation. « Jean-Claude, tu simplifies. L'union monétaire est une nécessité macro-économique pour contrer l'hégémonie du dollar et stabiliser les marchés intra-européens. C'est une question de souveraineté à l'échelle continentale, pas du prix de ton café. » Il avait lu un éditorial dans Le Monde diplomatique la semaine précédente et comptait bien rentabiliser son effort intellectuel. Cette opposition de style était le moteur de leur relation et par extension de toute la dynamique de l'étage. Jean-Claude, l'homme du bon sens populaire, celui qui assène des vérités simples et immuables comme on tape sur un comptoir de PMU, représentait le pôle de la certitude brute, instinctive. Hervé, lui, incarnait la critique, la déconstruction, l'intellectuel de gauche dont le cynisme n'avait d'égal que la pingrerie. Il ne cherchait pas à éclairer Jean-Claude, mais à jouir de sa propre supériorité en le regardant se débattre dans les filets de son jargon. Entre ces deux forces antagonistes se trouvait Sylvain Muller, le comptable. Sylvain était l'incarnation vivante de l'anxiété. Timide, voûté, il semblait s'excuser d'exister. Il s'approcha du duo, tenant sa tasse comme un bouclier. « Ah oui, c'est vrai que l'inflation. Mais la stabilité, c'est important aussi, non ?» dit-il d'une voix qui s'éteignait à mi-parcours. Il cherchait désespérément un terrain d'entente, une position neutre qui lui éviterait d'être pris dans le feu croisé. Ce faisant, il devint la cible parfaite. En tentant de valider les deux points de vue, il n'en validait aucun et s'exposait au mépris des deux camps. Il était le bouc émissaire désigné, celui sur qui retombaient toutes les frustrations, les tensions et les blagues douteuses. Dans une tentative de se fondre dans le décor, il renversa son café sur sa cravate à motifs géométriques. Le liquide brûlant semblait moins douloureux que les regards apitoyés de ses collègues. Ce triangle social, le beauf, l'intello et le bouc émissaire, n'était pas qu'une simple querelle de bureau. C'était une comédie humaine en miniature, une satire des fractures sociales françaises qui se jouait chaque jour, entre 9h10 à 8h, sous la lumière crue des néons. Chapitre 1. Le fric, c'est chic. La rumeur éclata vers 10 heures, se propageant plus vite qu'un virus informatique dans le réseau mal sécurisé de l'entreprise. Elle fut lancée comme il se doit par Maëva Capucin, archiviste de profession et colporteuse de ragots par passion. Elle avait intercepté un fragment de conversation, l'avait mal interprété, l'avait embelli de quelques détails de son cru et l'avait lâché près de la machine à café. Une super cagnotte du loto, jouée en groupe, aurait été remportée par un syndicat de l'immeuble. Et par un miracle de la probabilité et de l'optimisme délirant, tout le monde à l'étage se persuada qu'il s'agissait de leur groupe. En l'espace de quelques minutes, la productivité chuta à un niveau proche de celui d'un jour férié. L'air n'était plus au désespoir, mais à une électricité frénétique. Les masques tombèrent, révélant les fantasmes les plus profonds et les plus pathétiques de chacun. Le rêve de Jean-Claude fut le plus immédiat, le plus viscéral. Il se voyait déjà au volant non pas d'une voiture de sport trop cliché, mais de l'incarnation ultime de la liberté à la française, un camping-car de grand luxe. Il ferma les yeux et le vit resplendissant. Un automne linéaire, le vaisseau amiral avec des finitions en foronce de noyer, une antenne satellite rétractable et un klaxon qui jouerait les premières notes de « Allumer le feu ». Il se décrivit la scène à voix haute à qui voulait l'entendre. « Je plaque tous les mecs. Fini les clients chiants. Fini Jean-Guy. À moi la route. La liberté, la vraie. » Mais cette liberté n'était pas un but en soi. C'était un moyen de transport vers la destination finale, le pinacle du rêve beauf, Las Vegas. Le camping-car représentait l'évasion provinciale, le fantasme accessible de l'autonomie sur les routes de France. Las Vegas était le mythe, l'apothéose, un lieu vu à la télévision, un concentré d'excès et de spectacles qui semblait être le seul endroit au monde digne d'accueillir sa nouvelle fortune. Cette dualité entre le concret du camping-car et l'abstrait de Vegas révélait la tension au cœur de son personnage. Un homme, ancré dans sa culture franchouillarde mais aspirant à une grandeur fantasmée, nourri par la culture de masse américaine. Hervé, bien sûr, leva les yeux au ciel. Quelle vision matérialiste et consumériste, tellement prévisible.
Son propre projet était à ses yeux d'une noblesse infiniment supérieure. Avec sa part du gâteau, il fonderait la Cinémathèque des peuples opprimés, une fondation dédiée à l'acquisition et à la diffusion de films subversifs. Il s'imaginait déjà dans un débat télévisé sur Arte, expliquant avec un air grave l'importance d'un plan séquence de 20 minutes dans un film ouzbek des années 70. En réalité, son rêve était une version magnifiée de son rôle actuel au comité d'entreprise, celui de gardien du temple culturel, imposant ses goûts élitistes à des collègues qui ne demandaient qu'à voir le dernier blockbuster américain. Sa fortune ne servirait pas à s'enrichir, mais à prouver au monde entier qu'il avait raison. Le rêve de Sylvain, lui, était d'une simplicité désarmante. Il fit un rapide calcul mental. Avec sa part, il pourrait rembourser le prêt de son pavillon à Chimou, mettre de l'argent de côté pour les études de ses enfants et, peut-être, s'offrir une semaine de vacances à la Grande Motte sans avoir à surveiller le budget des glaces. Son ambition ultime n'était pas la richesse, mais l'absence d'angoisse. Il rêvait d'une vie où le mot agio n'existerait plus. Pendant ce temps, dans son bureau vitré, Jean-Guy Lecointre, le directeur des ressources humaines, avait eu vent de l'agitation. Il ne croyait pas une seconde à l'histoire, mais par pure déformation professionnelle, il ouvrit un tableur Excel et commença à modéliser l'impact d'un départ massif d'employés. Pour lui, le bonheur soudain de ses subordonnés n'était qu'une variable dans une équation de gestion des risques. Il calcula le coût des indemnités de départ, le temps de recrutement de remplaçants, l'effet sur la productivité. La joie des uns était le casse-tête logistique des autres. La bulle éclata aussi vite qu'elle avait gonflé. Un simple email de la comptabilité, envoyé par Sylvain lui-même le cœur battant, clarifia la situation. La super cagnotte était en fait le budget annuel pour les cartouches d'encre et les ramettes de papier. Le silence qui s'abattait sur l'espace détente fut plus lourd que celui d'une salle d'attente de dentiste. Les rêves grandioses se dégonflèrent en un instant, laissant derrière eux une amertume palpable et un retour brutal à la réalité du lundi matin. Chapitre 2. Une campagne en loose day. Le vide laissé par le rêve brisé du loto était un terrain fertile pour le cynisme d'Hervé Dumont. La déception collective avait créé une atmosphère de mécontentement général, une sorte de malaise social flottant. C'était pour Hervé une opportunité politique à ne pas manquer. Les élections pour le renouvellement du comité d'entreprise approchaient et il y vit le véhicule parfait pour canaliser cette frustration à son avantage. L'actuelle présidente du CIE, Maëva, gérait l'institution avec une poigne de fer dans un gant de velours, organisant des sorties au bowling et des soirées cinéma avec des films russes sous-titrés que personne ne comprenait. Hervé la méprisait non pas pour son incompétence, mais parce qu'elle occupait une position de pouvoir, aussi modeste fût-elle, qu'il convoitait. Il lui fallait un candidat, une marionnette, un homme de paille. Et qui de mieux que Jean-Claude Convenant? Jean-Claude, commença Hervé un après-midi avec le ton conspirateur d'un agent secret recrutant une nouvelle taupe. Tu as vu comment ça se passe? Le CE est devenu une dictature du bon goût petit bourgeois. Plus de voyages qui dépaysent, plus de vrais avantages. On nous prend pour des cons. Jean-Claude, qui se plaignait justement du fait que le CE ne subventionnait pas les abonnements à AutoPlus, mordit immédiatement à l'hameçon. T'as raison, Vévert. Mon pote du club de caravaning, il a une semaine de ski pour le prix de sa carte de cantine. Nous, on a quoi? Des expos de peintres chinois. La campagne était lancée. Hervé se positionna comme l'éminence grise, le penseur organique du mouvement populiste de Jean-Claude. Il rédigea des tracts sur un ton faussement révolutionnaire, dénonçant l'élitisme culturel de la direction du CE et promettant un retour aux valeurs fondamentales de l'employé moyen. Le programme de Jean-Claude, dicté par Hervé, était un chef-d'œuvre de démagogie de bureau. Plus de merguez et de chips au pot de départ, des chèques vacances indexés sur le prix du gazole et le remplacement du ciné, club par des projections de la saga Rocky. La campagne elle-même fut une parodie grotesque des véritables élections professionnelles, dont les procédures complexes et réglementées semblaient appartenir à un autre univers. Jean-Claude faisait du porte-à-porte entre les bureaux, serrant des mains avec une énergie forcée promettant des miracles. Hervé, en retrait, observait, analysait et distillait des rumeurs assassines sur Maëva, l'accusant de détourner le budget Arbre de Noël pour financer des abonnements à Télérama. Le jour du vote arriva. L'urne était une simple boîte en carton posée à côté de la machine à café. L'ambiance était tendue. Hervé, grâce à son réseau d'informateurs, c'est-à-dire en écoutant aux portes, comprit que Jean-Claude allait perdre. L'électorat, bien que séduit par la promesse de merguez, restait méfiant face à l'incompétence notoire du candidat. C'est alors qu'Hervé sortit son coup de maître, une manœuvre d'une bassesse politique exquise. Il s'approcha de quelques collègues influents, l'air grave et confidentiel. « C'est une honte, murmura-t-il. Je viens de vérifier les listes d'émargement. L'équipe de Maëva a fait voter les morts. » Il sortit une vieille liste du personnel datant de plusieurs années. Regardez, Gérard Mongin, paix à son âme, il a voté. Et Martine, celle qui est partie en congé maternité en 1998, c'est un scandale. C'est La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. C'était absurde, invérifiable, mais dans le climat de méfiance ambiant, c'était crédible. Le dépouillement se déroula dans une confusion totale. Des accusations fusèrent. Des bulletins furent contestés.
Dans le chaos, personne ne remarqua qu'Hervé, en tant que scrutateur, oublia de compter 2 bulletins en faveur de Maeva.